Bonjour. Aujourd'hui, le joueur de Dostoïevski, début de la troisième partie. Chapitre 11. On roula la grand-mère vers la porte à l'autre bout de la salle. Elle était aux anges. Les nôtres s'empressèrent aussitôt autour d'elle pour la féliciter. Malgré l'excentricité de sa conduite, son triomphe arrangeait beaucoup de choses. Le général ne craignait plus de se compromettre publiquement par ses relations de famille avec une femme aussi extravagante. Il la congratula en souriant d'un air indulgent, avec une familiarité joviale, comme on divertit un enfant. Il n'en était pas moins frappé, de même que le public. On parlait de la grand-mère, on se la montrait. D'aucuns passaient juste devant elle pour mieux la voir. M. Astley, deux Anglais qu'il connaissait, s'entretenaient d'elle à l'écart. Plusieurs dames majestueuses la dévisageaient avec un étonnement hautain, tel un phénomène. Des Grieux étaient tout sourire et débitaient des compliments. « Quelle victoire !» disait-il. « Mais madame, c'était du feu !» renchérit mademoiselle Blanche avec un sourire engageant. « Eh bien, voilà, j'ai gagné 12 000 florins. Que dis-je 12 000 ? Et l'or, cela doit faire dans les 13 000. Combien cela représente-t-il en notre monnaie ? Environ 6 000 roubles, n'est-ce pas ? » Je lui fis remarquer que cela dépassait 7 et qu'au cours actuel du rouble, la somme n'était pas loin des 8 000. 8 000, fichtre, et vous restez là, les bras croisés, tas de mauviettes ? Potapitch, Marthe, avez-vous vu ? Notre bonne mère, Matouchka, comment avez-vous fait ? 8 000 roubles, s'exclama Marthe en se tortillant. Voilà 5 pièces d'or pour chacun de vous. Prenez-les. Potapitch et Marthe se précipitèrent pour lui baiser les mains. Que les porteurs aient chacun un Frédéric. Donne-leur, Alexei Ivanovitch. Qu'est-ce que ce valet qui salue et l'autre là, il me félicite ? Donne-leur aussi un Frédéric à chacun. Madame la princesse, un pauvre expatrié, malheur continuel, les princes russes sont si généreux. Un personnage en redingote élimée, gilet voyant, portant longue moustache, la casquette au bout de son bras écarté, se dandinant à côté du fauteuil, un sourire obséquieux aux lèvres. Donne-lui un Frédéric à lui aussi, non, 2, et maintenant assez, on n'en finirait plus. En avant, poussez-moi. Prascovie, demain je te donnerai de quoi faire une robe, et à celle-là aussi, mademoiselle, comment donc déjà, mademoiselle Blanche, non ? Traduis-lui, Prascovie. Merci, madame, dit mademoiselle Blanche avec une révérence suave, la bouche tordue par un sourire ironique qu'elle échangea avec des Grieux et le général. Celui-ci n'était pas très à l'aise et il fut extrêmement soulagé quand nous eûmes atteint l'allée. « Et Fédosia, en voilà une qui va être surprise. Il faudra lui donner de l'argent pour une robe à elle aussi. » Se souvint-elle de la gnagna, la bonne des enfants du général. « Hé, Alexei Ivanovitch, donne à ce mendiant. » Un loqueteux passait, le dos en équerre, les yeux fixés sur nous. Ce n'est peut-être pas du tout un pauvre, grand-mère, mais un chenapan quelconque. Donne toujours, va, donne-lui un florin. Je m'exécutais, le loqueteux me regarda avec une expression de complet ahurissement. Il sentait le vin. Toi-même, Alexei Ivanovitch, as-tu déjà tenté la chance ? Non, grand-mère. Tes yeux lançaient des flammes, je l'ai remarqué. Je tenterai ma chance sans faute, grand-mère, plus tard. Mise directement sur 0 et tu verras. Quel est ton capital ? Je n'ai que 20 Frédérics, grand-mère. C'est peu, si tu veux je te prêterai 50 Frédérics, prends ce rouleau. Mais toi, mon ami, tu n'as quand même pas besoin d'attendre, tu n'auras rien, dit-elle en se retournant brusquement vers le général. Celui-ci eut une crispation, mais se contint, des Grieux s'assombrit. Que diable, c'est une terrible vieille, dit-il au général entre ses dents. Un mendiant, en voilà encore un, cria la grand-mère. Alexei Ivanovitch, donne-lui un florin. Cette fois, c'était un vieillard à cheveux gris avec une jambe de bois, vêtu d'une espèce de longue redingote bleue, une grande canne à la main. Il avait l'allure d'un vieux militaire. Lorsque je lui tendis le florin, il recula d'un pas et me toisa d'un air menaçant. « Was ist der Teufel » proféra-t-il en y ajoutant une bonne douzaine d'injures. « Eh bien, c'est un imbécile » s'écria la grand-mère. « Tant pis pour lui. En avant, poussez-moi, j'ai faim, je vais maintenant déjeuner, faire une petite sieste et puis je retournerai là-bas. » « Vous voulez recommencer à jouer, grand-mère » m'exclamai-je. « Et comment donc ? Ce n'est pas parce que vous restez là, à macérer dans votre jus, que je m'en vais vous contempler. » « Mais madame, dit des Grieux en s'approchant, les chances peuvent tourner. Une seule mauvaise chance et vous perdrez tout. Surtout avec votre jeu, c'était terrible. »« Vous perdrez absolument, gazouilla mademoiselle Blanche. »« Qu'est-ce que ça peut bien vous faire à tous ? C'est mon argent que je perdrai, pas le vôtre. Et ce monsieur Astley, où est-il ? me demanda-t-elle. Il est resté au casino, grand-mère. Dommage, celui-là est un homme bien. Rentrée à l'hôtel, la grand-mère croisa l'Oberkellner dans l'escalier, lui fit signe de s'approcher et se vanta de son gain. Ensuite, elle fit appeler Fédosia, la gratifia de 3 Frédérics et commanda son repas.
Pendant qu'elle se restaurait, Fédosia et Marthe ne tarissaient pas d'éloges. J'étais là à vous regarder, Matouchka, jacassait Marthe. Et je dis à Potapitch, que va-t-elle donc faire, notre maîtresse? Et que d'argent sur la table, grand Dieu, que d'argent! De toute ma vie, je n'ai jamais vu autant d'argent. Et tout autour, rien que des gens bien. D'où est-ce qu'ils viennent, que je dis à Potapitch, tous ces messieurs? Et je prie pour que la Sainte Vierge elle-même vous protège. Je prie pour vous, et mon cœur bat à tout rompre, je suis toute tremblante. Donne-lui, Seigneur, de gagner, que je pense. Et il l'a fait. J'en tremble encore, notre bonne mère, j'en tremble encore. Alexeï Ivanovitch, après déjeuner, vers les 4 heures, prépare-toi, nous repartons. Pour l'instant, je te dis au revoir, et n'oublie pas de me trouver un docteur quelconque, je dois aussi prendre les os, on pourrait l'oublier. Je la quittais, la tête me tournait, j'essayais de me représenter ce qu'il allait advenir des nôtres et la tournure que prendraient les événements. Visiblement, ils n'avaient pas encore pu reprendre leurs esprits, surtout le général, et il ne s'était pas encore remis du premier choc. L'apparition de la grand-mère en chair et en os, au lieu du télégramme tant attendu qui aurait annoncé sa mort, et donc l'héritage, avait à tel point bouleversé leurs plans et leurs décisions que ces exploits ultérieurs à la roulette les plongeaient tous dans une profonde perplexité et une sorte de paralysie. Néanmoins, ce deuxième fait était peut-être plus important que le premier. La grand-mère avait beau lui dire par 2 fois qu'elle ne donnerait rien en général, mais qui sait, il ne fallait pas encore perdre tout espoir. Desgrieux ne le perdait pas, impliqué comme il l'était dans toutes les affaires du général. J'étais sûr que mademoiselle Blanche, non moins intéressée, comment donc, madame la générale et le magot, ne désespérait pas et qu'elle déplorait toutes ces séductions de coquette auprès de la grand-mère, contrairement à Pauline la fière, qui manquait de souplesse et qui ne connaissait pas le sens du mot cajoler. Or, maintenant que la grand-mère avait accompli de telles prouesses au jeu, maintenant que sa personnalité s'était si nettement, si typiquement manifestée, rétive, autoritaire et tombée en enfance, maintenant tout allait à la ruine. N'éprouvait-elle pas une joie d'enfant à se précipiter la tête la première dans cette histoire de roulette? Et, comme il se doit, n'allait-elle pas perdre jusqu'au dernier sou? Mon Dieu, pensais-je, et que le Seigneur me pardonne avec un rire tout à fait sardonique. Combien chaque Frédéric, misé tout à l'heure par la grand-mère, devait retourner le fer dans la plaie du général, faire enrager Desgrieux et rendre hystérique mademoiselle de Comminges, à qui la cuillère passait sous le nez. Bien plus encore, même après avoir gagné au jeu, lorsque la grand-mère, dans sa joie, avait distribué son argent à droite et à gauche, en prenant chaque passant pour un mendiant, même alors elle avait lancé au général. « Mais toi, je ne te donnerai tout de même rien. » Autrement dit, c'était une idée fixe, elle s'y obstinait, elle se l'était jurée. Dangereux, très dangereux. Toutes ces idées me passaient par la tête alors que je montais l'escalier pour atteindre le dernier étage où se trouvait ma petite chambre. J'étais très occupé. Dès avant, je pouvais certes deviner quels étaient les plus gros fils qui reliaient les acteurs sous mes yeux. Et pourtant, je ne connaissais pas exactement tous les procédés et les arcanes de ce jeu. Pauline ne m'avait jamais témoigné une entière confiance. Il lui arrivait bien de me faire des confidences, comme à contre-cœur, mais j'avais remarqué qu'après m'avoir fait ces confidences, souvent et même presque toujours, elle les tournait en ridicule ou les embrouillait, leur donnait exprès un sens contradictoire. Oui, elle me cachait beaucoup de choses. De toute façon, je pressentais que le dénouement de cette situation mystérieuse et tendue approchait. Un coup encore, et finita la commedia. Tout apparaîtrait au grand jour. Je ne m'inquiétais à peu près pas de mon propre sort, et pourtant cette histoire me concernait aussi. Je me trouve dans un état d'esprit étrange. Je possède en tout et pour tout 20 Frédérics. Je suis loin de mon pays, sans travail, sans moyen d'existence, sans espoir, sans projet, et je ne m'en soucie pas. N'était la pensée de Pauline, je me serais uniquement concentré sur l'intérêt comique du dénouement imminent, et j'aurais ri à gorge déployée. Mais Pauline me trouble, son sort se joue, je le sais, mais je le confesse, ce n'est pas son sort qui m'angoisse. Je désire pénétrer ses secrets, j'ai envie qu'elle vienne vers moi et qu'elle me dise « Mais je t'aime ». Et si elle ne le fait pas, si c'est de la démence alors, quoi souhaiter? Est-ce que je sais ce que je désire? Je suis dans l'égarement, je ne veux qu'une chose, être près d'elle, vivre dans son auréole, dans son rayonnement, à jamais, éternellement, toute ma vie. Mes pensées s'arrêtent là. Est-ce que je peux la quitter? Au 2e étage, en passant dans leur couloir, je ressentis un choc. Je me retournai. À une 20aine de pas, je vis Pauline qui ouvrait une porte. Elle paraissait m'attendre, me guetter. Elle me fit aussitôt signe de la rejoindre. « Pauline Alexandrovna, plus bas, dit-elle. Figurez-vous, murmurai-je, je viens de ressentir un choc, comme si on m'avait poussé. Je me retourne, c'est vous. On dirait que vous dégagez une sorte de courant électrique.
Prenez cette lettre, dit Pauline soucieuse, renfrognée. Elle n'avait sans doute pas entendu ce que je venais de dire. Remettez-la personnellement à M. Astley, mais tout de suite. Je vous prie, faites vite, n'attendez pas la réponse. Lui-même... Elle n'acheva pas. À M. Astley, demandai-je surpris, mais Pauline avait déjà refermé sa porte. Ah, ils s'écrivent donc, bien entendu, je courus chercher M. Astley. Il n'était pas à son hôtel, il n'était pas au casino où je fis toutes les salles. Je revenais vers l'hôtel, bredouille, presque désespéré, lorsque tout à fait par hasard je l'aperçus. Il était à cheval parmi d'autres cavaliers anglais des deux sexes. Je lui fis signe, il s'arrêta, et je lui remis la lettre. Nous n'eûmes pas le temps d'échanger un regard. Je le soupçonne d'avoir éperonné son cheval exprès. Étais-je torturé par la jalousie ? J'étais certainement très abattu. Je ne voulais même pas connaître le sujet de leur correspondance. Ainsi il était son confident. Un ami, oui, c'est clair. Et depuis quand l'était-il devenu ? Mais y a-t-il amour ? Certes non, me soufflait la raison. Seulement la raison seule ne suffit pas dans des circonstances pareilles. De toute façon, cela aussi devait être tiré au clair. L'affaire se compliquait, et désagréablement. Dès mon entrée à l'hôtel, le concierge et l'Oberkellner, qui était sorti précipitamment de son bureau, m'annoncèrent qu'on me réclamait, qu'on me cherchait, que 3 fois déjà on avait fait demander où j'étais. Bref, que je devais me rendre sans tarder chez le général. J'étais de très mauvaise humeur. Dans le cabinet, il y avait, outre le général, des Grieux et mademoiselle Blanche sans sa mère, cette fois. Décidément, cette dernière n'était qu'une figurante qui ne servait que pour la galerie. Quand il s'agissait d'une affaire sérieuse, mademoiselle Blanche manœuvrait seule. Il est même probable que cette mère ne connaissait rien des affaires de sa soi-disant fille. Le trio discutait ferme. La porte du cabinet était même fermée à clé, fait sans précédent. En m'approchant, je perçus des éclats de voix. Des Grieux, impertinents et venimeux, Blanche, insolente et furieuse, et la voix plaintive du général qui essayait apparemment de se justifier. À mon entrée, ils mirent un frein à leur débordement et se ressaisirent. Des Grieux se passa la main dans les cheveux pour y mettre de l'ordre. Son visage, qui exprimait une violente colère, devint tout souriant. Je vis ce vilain, ce faux sourire de politesse officielle, ce sourire français que je déteste. Effondré, perdu, le général se redressa, mais pour ainsi dire machinalement. Seule mademoiselle Blanche ne changea à peu près pas son expression de colère fulminante. Mais elle se tut en dardant sur moi un regard d'attente impatiente. Jusqu'ici, je l'avais noté, elle me traitait avec une négligence incroyable. Elle ne répondait même pas à mes saluts, comme si je n'existais pas. Alexis Ivanovitch, commença le général sur le ton d'un affectueux sermon. Permettez-moi de vous déclarer que c'est étrange au plus haut point. Bref, vos faits et gestes, en ce qui me concerne, moi et ma famille, en un mot, c'est si étrange. Et ce n'est pas ça, interrompit des Grieux avec une irritation méprisante. Décidément, c'était lui qui menait la barque. Mon cher monsieur, notre cher général se trompe quand il vous parle sur ce ton. Il voulait simplement vous dire, c'est-à-dire vous prévenir, mieux vous prier instamment de ne pas être la cause de sa perte. Oui, de sa perte. Je me sers justement de cette expression. Mais de quelle façon? Comment? Permettez, vous vous chargez de, comment dirais-je, de piloter cette vieille femme, cette pauvre et terrible vieille, s'embrouiller des Grieux, mais elle va perdre tout jusqu'au dernier sou. Vous avez vu vous-même comment elle joue. Si elle commence à perdre, aucune force de la nature ne pourra plus l'éloigner des tables de jeu. Elle s'obstinera par méchanceté et jouera sans s'arrêter. Quand on en arrive là, on ne rattrape jamais ses pertes. Et alors... Et alors, intervint le général, c'est vous qui aurez été la cause de la perte de toute la famille. Moi et ma famille, nous sommes ses héritiers. Elle n'a pas de plus proches parents. Je vous avouerai franchement que mes affaires ne marchent pas du tout, mais pas du tout. Vous êtes un peu au courant de tout cela. Si elle perdait une forte somme, ou même, qui sait, toute sa fortune, oh mon Dieu! Qu'adviendrait-il alors de mes enfants? Le général regarda des Grieux. De moi-même, il regarda mademoiselle Blanche, qui s'était détournée de lui avec mépris. Alexis Ivanovitch, sauvez-nous, sauvez-nous. Mais comment? Dites-moi, mon général, de quelle façon? Je n'y suis pour rien. Refusez, refusez, lâchez-la. Il s'en trouvera toujours un autre, m'écriai-je. Ce n'est pas ça, interrompit des Grieux. Que diable? Non, ne la lâchez pas, mais au moins faites appel à sa conscience, persuadez-la, dissuadez-la. En un mot, ne la laissez pas perdre trop gros, détournez son attention d'une façon ou d'une autre. Mais comment y parviendrai-je? Si vous vous en chargiez vous-même, monsieur des Grieux, ajoutai-je le plus naïvement possible. Je remarquai alors un coup d'œil ardent et interrogateur de mademoiselle Blanche à des Grieux. Le visage de ce dernier exprima une seconde quelque chose de particulier qu'il ne put dissimuler. Tout est là, elle ne voudra pas de moi maintenant.
s'écria-t-il en faisant un signe négatif de la main. Si seulement, plus tard, il lança à mademoiselle Blanche un regard entendu. « Oh, mon cher monsieur Alexis, soyez si bon !» Et mademoiselle Blanche elle-même vint vers moi avec un sourire séducteur, me saisit les mains et les serra avec force dans les siennes. Le diable m'emporte, ce visage infernal savait se métamorphoser en un instant. Il était devenu tellement suppliant, charmant, avec un sourire d'enfant, même espiègle. À la fin de sa phrase, elle m'envoya un clin d'œil coquin, à l'insu des autres. Voulait-elle m'entortiller du coup ? C'était assez réussi d'ailleurs, mais un peu gros, trop même. Le général bondit littéralement derrière elle. « Alexis Ivanovitch, excusez-moi de m'être mal exprimé tout à l'heure. Ce n'était pas ce que j'avais voulu dire. Je vous prie instamment, je vous supplie, je m'incline bien bas devant vous, à la Russe, car vous seul, oui, vous seul, pouvez nous sauver. Moi-même et mademoiselle de Comminges, nous vous supplions. Vous comprenez, n'est-ce pas ?» implorait-il en me montrant du regard mademoiselle Blanche. Il faisait pitié. À cet instant, 3 coups très discrets furent frappés à la porte. On ouvrit, c'était le garçon d'étage, et à quelques pas de lui se tenait Potapitch, les messagers de la grand-mère. Ils avaient ordre de me trouver et de m'amener séance tenante. « Elle est très impatiente, me dit Potapitch. »« Mais il n'est que 3h30. Madame n'a pas pu dormir, elle se retournait dans son lit, puis soudain, elle s'est levée, elle a réclamé son fauteuil et qu'on vous demande. Elle est déjà sur le perron. »« Quelle mégère !» s'écria Desgrieux. Je trouvai en effet la grand-mère sur le perron, exaspérée de mon absence. Elle n'avait pu tenir jusqu'à 4h. « Allez, en avant !» s'écria-t-elle, et nous reprîmes le chemin du Cursal. Chapitre 12. La grand-mère était d'humeur impatiente et irritée. Visiblement, elle n'avait que le jeu en tête. Elle était indifférente à tout le reste et fort distraite. Pendant le trajet, par exemple, elle ne me harcela pas de questions, contrairement à ce qu'elle avait fait le matin. Apercevant une calèche somptueuse qui nous dépassa toute allure, elle leva la main et demanda « Qui est-ce » Elle ne parut pas entendre ma réponse. Elle était plongée dans ses pensées, mais des gestes d'impatience et des secousses de tout son corps interrompaient constamment sa méditation. Lorsqu'en s'approchant du Cursal, je lui montrai de loin le baron et la baronne Wurm-Erschelm, elle regarda machinalement dans leur direction, fit un « ah » d'indifférence, et, se retournant vivement vers Potapitch et Marthe qui suivaient, elle leur lança sèchement. « Qu'avez-vous donc à me suivre partout ? Je ne veux pas vous avoir à chaque fois à mes trousses. Rentrez à l'hôtel. » « Tu me suffis, » ajouta-t-elle lorsqu'il se fut retiré après l'avoir précipitamment salué. La grand-mère était déjà attendue au casino. On l'installa immédiatement à la même place, à côté du croupier. Je crois que ces croupiers, toujours si dignes, qui font figure de simples fonctionnaires, à peu près indifférents au sort de la banque, sont au contraire loin de l'être lorsqu'elle perd. Ils sont naturellement nantis d'un certain nombre d'instructions pour attirer les joueurs, dans l'intérêt supérieur des finances de la maison, ce pourquoi ils touchent indubitablement primes et gratifications. En tout cas, on considérait déjà la grand-mère comme une victime désignée. Ensuite, tout se passa selon les prévisions de notre trio. Voici comment. La grand-mère se jeta sur le 0 en m'intimant l'ordre de miser 12 Frédérics à chaque coup. Nous jouâmes ainsi 3 fois, le 0 ne voulut pas sortir. « Vas-y, continue » répétait-elle en me bousculant dans son impatience. J'obéissais. « Combien de fois avons-nous misé » demanda-t-elle en grinçant les dents. « Déjà 12 fois, grand-mère. Nous avons perdu 144 Frédérics. Je vous l'ai déjà dit, il se pourrait que jusqu'à ce soir... » « Tais-toi, interrompit-elle. Mise sur 0 et mets en même temps 1000 florins sur rouge. Tiens, voilà le billet. Le rouge sortit, mais le 0 rata. On nous rendit 1000 florins. Tu vois, balbutiait la grand-mère, nous avons presque récupéré le montant des pertes. Continue à miser sur 0, nous laisserons 10 fois et puis nous cesserons. Après le 5e coup, la grand-mère en eut assez. Envoie-le donc au diable, ce 0 de malheur. Tiens, mise ces 4000 florins sur rouge. Grand-mère, c'est trop. Et si le rouge ne sort pas, suppliai-je. Mais elle faillit me battre. D'ailleurs, sa façon de me pousser équivalait à des coups. Rien à faire, je dus miser les 4000 florins gagnés le matin sur rouge. La roue tourna. La grand-mère semblait calme et se tenait toute droite dans sa fierté, dans sa certitude de gagner. 0, annonça le croupier. La grand-mère ne comprit pas tout d'abord, mais lorsqu'elle vit que le croupier ramassait non seulement ses 4000 florins, mais aussi tout l'argent qui se trouvait sur le tapis, lorsqu'elle comprit que le 0 qui n'était pas sorti depuis si longtemps et qui nous avait coûté presque 200 Frédérics venait de gagner, comme exprès, à peine l'avait-elle injurié et abandonné, elle poussa une exclamation qu'on entendit dans toute la salle et frappa ses mains l'une contre l'autre. Autour de nous on riait.
Grand Dieu, gémissait-elle, et c'est maintenant qu'il sort, ce damné zéro. Qu'il soit maudit, et c'est de ta faute, oui, de ta faute, m'attaqua-t-elle férocement en me bousculant. C'est toi qui me l'as déconseillé. Grand-mère, je voulais vous faire entendre raison, je ne puis quand même pas répondre de toutes les chances. Ose encore me parler de chance, siffla-t-elle menaçante. Va-t'en, je ne veux plus te voir. Adieu, grand-mère, dis-je prêt à partir. Alexeï Ivanovitch, reste. Où vas-tu? C'est bon, c'est bon. Le voilà qui se fâche, imbécile. Allons, reste encore un peu, ne te fâche pas. Moi-même, je ne suis qu'une imbécile. Alors, dis-moi ce qu'il faut faire maintenant. Grand-mère, je refuse absolument de vous donner des conseils, car vous allez vous en prendre à moi. Et jouez seul, et je placerai les mises suivant vos ordres. Bon, alors je mets encore 4000 florins sur rouge. Voilà mon portefeuille, prends-le. Elle le sortit de sa poche et me le tendit. Prends-le et plus vite que ça, il y a 20 000 roubles en billets. Grand-mère, balbutiai-je, de si grosses sommes? Que je meure si je ne me refais pas. Mise. Nous misâmes, nous perdîmes. Continue, mise, mets les 8000. Mais le règlement l'interdit, on ne peut miser que 4 au maximum. Alors, mets en 4. Cette fois nous gagnâmes, la grand-mère reprit courage. Tu vois, me bouscula-t-elle, mets-en encore 4. Nous misâmes, nous perdîmes, puis 2 fois encore nous perdîmes. Je lui annonçai que les 12 000 avaient été nettoyés. Je vois bien que tout est nettoyé, dit-elle avec le calme de la fureur, pour ainsi dire. Je le vois bien, balbutiait-elle, en regardant fixement devant elle et en réfléchissant. Tant pis, que la mort me saisisse, mais mise encore 4000 florins. Mais grand-mère, il n'y a plus d'argent liquide. Le portefeuille ne contient plus que des obligations à 5% et quelques chèques, mais plus d'argent. Et dans le porte-monnaie? Un peu de menu monnaie, grand-mère. Y a-t-il par ici des bureaux de change? On m'avait dit qu'on pouvait changer toutes nos valeurs, demanda-t-elle tout à fait décidée. Oh, il y en a tant que vous voulez, mais ce que vous allez perdre au change, même un usurier juif en serait horrifié. Tu dis des bêtises, je me rattraperai. Allons-y, appelle donc ces imbéciles. J'écartai son fauteuil de la table, les porteurs se présentèrent, et nous sortîmes du cursal. Plus vite que ça, s'impatientait la grand-mère. Montre le chemin, Alexeï Ivanovitch. Allons au plus proche, c'est encore loin? C'est à 2 pas, grand-mère. Mais au tournant du square, dans l'allée, nous vîmes toute la compagnie. Le général, Desgrieux, mademoiselle Blanche et sa mère. Ils venaient à notre rencontre. Ni Pauline ni M. Asselet n'étaient là. Allons, qu'on ne s'arrête pas surtout, cria la grand-mère. Que vous faut-il encore? Je n'ai pas de temps à perdre avec vous. Je marchai derrière le fauteuil, Desgrieux courut vers moi. Elle a perdu tout ce qu'elle avait gagné ce matin et les 12 000 florins qu'elle avait avec elle, lui dis-je dans un souffle. Nous allons de ce pas changer des obligations à 5%. Desgrieux tapa du pied, s'élança pour annoncer la nouvelle au général. Le fauteuil de la grand-mère continuait à rouler. Arrêtez là, me chuchota le général en transe. Essayez donc, chuchotai-je à mon tour. Ma tante, dit-il en s'approchant d'elle, ma tante, nous allions. Sa voix tremblait, se cassait. Nous allons louer des chevaux pour faire une excursion, une vue saisissante, la pointe, nous venions vous inviter. Laisse-moi tranquille avec ta pointe, maugréa la grand-mère en gesticulant. Il y a là-bas un village, nous y prendrons le thé, persistait le général avec l'accent du désespoir. Nous boirons du lait sur l'herbe fraîche, renchérit Desgrieux avec férocité. Du lait, de l'herbe fraîche, tout l'idéal idyllique d'un bourgeois de Paris. C'est là commençait toute sa conception de la nature et de la vérité. Va donc avec ton lait, saoule-toi avec, moi il me fait mal aux tripes. Mais pourquoi vous collez-vous à moi, cria-t-elle. Je vous l'ai dit, je n'ai pas le temps. Nous y voilà, grand-mère, annonçai-je, c'est là. Nous étions arrivés devant une banque. J'allais au change, la grand-mère resta à l'entrée. Desgrieux, le général et Blanche se tenaient à l'écart, ne sachant trop que faire. La grand-mère les foudroya du regard et ils s'en allèrent vers le casino. On me proposa un taux tellement exorbitant que je ne pus me décider et je revins demander des instructions. « Ah, les bandits !» s'exclama la grand-mère en se frappant les mains. « Enfin, il n'y a rien à faire. Change-les, me dit-elle résolument. Attends, appelle-moi le banquier. »« Un des employés peut-être, grand-mère ?»« Bon, un employé, ça m'est égal. Ah, les bandits !» Le commis daigna sortir lorsqu'il eut appris que la personne qui voulait le voir était une vieille comtesse invalide. La grand-mère se mit à l'accuser d'escroquerie, longuement et vertement, à très haute voix, et à marchander dans un mélange de russe, de français et d'allemand, tandis que j'aidais à la traduction. L'employé, grave, nous considérait tous les deux et secouait la tête sans rien dire. Il dévisageait même la grand-mère avec une curiosité telle qu'elle en devenait incorrecte. Enfin, il se mit à sourire. « Eh bien, fiche-moi le camp !» cria la grand-mère, « que mon argent t'étouffe !»
Alexei Ivanovitch effectue cette opération avec lui, nous n'avons pas de temps à perdre. Sans cela, nous aurions cherché ailleurs. Ce commis affirme qu'ailleurs on donnerait encore moins. Je ne me souviens pas exactement du taux de change, mais il était ruineux. Je touchais 12 000 florins en pièces d'or et en billets, je pris le compte et je remis le tout à la grand-mère. « Allons, allons, inutile de compter, dit-elle en gesticulant. Vite, vite maintenant. Jamais plus je ne miserai sur ce sacré zéro, sur rouge non plus, affirma-t-elle lorsque nous approchâmes du casino. Cette fois-ci, je m'employai à lui suggérer de risquer le moins possible, en l'assurant que nous aurions toujours l'occasion de jouer gros selon l'allure des chances. Hélas, elle brûlait d'impatience. Au début, elle était d'accord avec mon plan, mais une fois qu'elle eut recommencé à jouer, impossible de la retenir. Dès l'instant où elle avait gagné 10 ou 20 Frédérics, elle me disait « Tu vois, nous avons gagné, mais si au lieu de 10 florins, nous en avions placé 4000, nous aurions reçu 4000 florins, tandis que maintenant... Et c'est toute ta faute, oui, de ta faute. » Malgré le dépit que je ressentais en la regardant jouer, je résolus finalement de me taire et de ne lui donner aucun conseil. Tout à coup apparut des Grieux. Ils étaient là tous les trois. Je notai que mademoiselle Blanche se tenait à l'écart avec maman et minaudait avec le principicule. Le général visiblement n'était plus en faveur, il se trouvait presque en disgrâce. Blanche l'ignorait complètement, bien qu'il se démenât auprès d'elle. Le pauvre homme, il pâlissait, rougissait, palpitait au point de ne plus suivre le jeu de la grand-mère. Blanche et le petit prince sortirent enfin, le général s'élança à leur suite. « Madame, madame, murmurait des Grieux d'une voix mielleuse. Il s'était frayé un chemin jusqu'à l'oreille de la grand-mère. « Madame, cette mise ne va pas, non, non, pas possible, disait-il en écorchant le russe, non. »« Comment alors ? Eh bien, montre-moi, lui dit la grand-mère. Des Grieux se mit brusquement à parler français avec volubilité, à donner des conseils. Il s'agitait, disait qu'il fallait attendre la chance, se prit à combiner les chiffres. La grand-mère n'y comprenait rien. Il se tournait sans cesse vers moi pour me faire traduire, il pointait du doigt vers le tapis, montrait quelque chose. Enfin, il saisit un crayon et commença à faire des calculs sur un papier. La grand-mère perdit patience. « Allons, va-t'en, cela ne tient pas debout tout ce que tu racontes. Tu annonnes, madame, mais tu n'y comprends rien, va-t'en. » Mais madame, susurra des Grieux qui se relança dans ses démonstrations. Il était dans tous ses états. « Bon, mise une fois à son idée, m'ordonna la grand-mère, on verra bien, ça réussira peut-être. » Des Grieux n'avait qu'une idée en tête, éviter que la grand-mère risquât gros. Il proposait de miser sur les numéros, séparément et par groupe. Sur ces indications, je plaçais un Frédéric sur chacun des impairs de la première douzaine et 5 Frédérics sur les groupes 12 à 18, 18 à 24. En tout 16 Frédérics. La roue tourna. 0, annonna le croupier. Tout fut ramassé par la banque. « Tu n'es qu'un crétin, cria la grand-mère des Grieux. Tu n'es qu'un vilain petit Français de rien du tout. Avec ça, il se permet de donner des conseils, le monstre. Va-t'en. Il n'y entend goutte et s'en mêle quand même. » Des Grieux, piqué au vif, haussa les épaules, lança un regard méprisant à la grand-mère et s'éloigna. Au fond, il avait honte de s'être laissé entraîner, mais cela avait été plus fort que lui. 1 heure plus tard, malgré tous nos efforts, il ne nous restait rien. « Rentrons, cria la grand-mère. Elle ne desserra pas les lèvres jusqu'à l'allée, mais de là jusqu'à l'hôtel, elle ne retint plus ses exclamations. « Quelle sotte, peut-on être aussi bête ? Oui, je ne suis qu'une vieille sotte. » Sitôt arrivée chez elle, « Je veux du thé, cria-t-elle, et qu'on se prépare immédiatement, nous partons. »« Où désirez-vous aller, notre bonne dame ?» se hasarda à demander Marthe. « Que t'importe, occupe-toi de tes affaires. Potapitch, rassemble tout et commence à emballer. Nous rentrons à Moscou, j'ai claqué 15 000 roubles. » 15 000 roubles, notre bonne dame ? Mon Dieu, s'écria Potapitch en battant des mains avec attendrissement, croyant faire plaisir, sans doute. Allons, imbécile. En voilà un qui va se mettre à pleurnicher. Tais-toi, qu'on se prépare, qu'on m'apporte la note, vite. Le premier train ne part qu'à 9h30, grand-mère, lui dis-je pour calmer son agitation. Et quelle heure est-il maintenant ? 7h30. Quel dommage, enfin tant pis. Alexei Ivanovitch, je n'ai plus un sou. Voici encore 2 obligations. Va, dépêche-toi de me les changer, sinon je n'ai rien pour le voyage. Je m'en fus. Rentré à l'hôtel 1 demi-heure plus tard, je trouvai toute la compagnie chez la grand-mère. Sa décision de rentrer à Moscou semblait les frapper bien plus encore que sa perte au jeu. Ce départ sauvait peut-être sa fortune, mais quel est-il advenir du général ? Qui paierait des Grieux ? Il était évident que mademoiselle Blanche n'allait plus attendre la mort de la grand-mère et qu'elle était prête à filer avec le principicule ou quelque autre soupirant. Il se tenait devant la vieille, à la consoler, à la raisonner. Pauline n'était toujours pas là. La grand-mère les apostrophait tous furieusement. « Fichez-moi la paix, vaurien. De quoi vous mêlez-vous ?
Que vient-il me fourrer sa barbe de bouc sous le nez criait-elle à Desgrieux. Et toi, espèce d'oiseau, que me veux-tu à l'adresse de mademoiselle Blanche. Tu n'as pas fini de te pavaner devant moi? Diantre, chuchota cette dernière, dont les yeux étincelèrent de rage. Soudain, elle éclata de rire et sortit, après avoir crié au général. Elle vivra 100 ans. Alors, c'est sur ma mort que tu comptes, hurla la grand-mère au général. Va-t'en, Alexei Ivanovitch, mets-les tous à la porte. Qu'est-ce que ça peut vous faire? C'est mon argent que j'ai perdu, pas le vôtre. Le général haussa les épaules, se courba et se retira, suivi de Desgrieux. Qu'on appelle Prascovie, intima la grand-mère à Marthe. Au bout de 5 minutes, Marthe revint avec Pauline. Celle-ci était restée dans sa chambre avec les enfants. Elle avait sans doute décidé de ne pas sortir de la journée. Son visage était grave, triste, soucieux. « Prascovie, dit la grand-mère, voudrais-tu m'apprendre si ce que je me suis laissé dire récemment est vrai, à savoir que cet imbécile, qui est ton beau-père, voudrait épouser cette toupie de Française, une actrice sans doute, ou même pis? Dis-moi, est-ce vrai ?» Je ne peux pas l'affirmer, grand-mère, répondit Pauline. Quoique des paroles de mademoiselle Blanche elle-même, qui ne juge pas nécessaire de le cacher, je conclus... Assez, je comprends tout. J'ai toujours cru qu'il en était capable, et je l'ai toujours considéré comme l'homme le plus vide et le plus écervelé. Il se donne des airs avec son grade de général, il a été promu à sa retraite. Et il fait le pan. Je sais tout, ma petite, tout, jusqu'aux télégrammes expédiés les uns après les autres à Moscou. Va-t-elle bientôt être dans son cercueil, la vieille? On attendait l'héritage. Sans argent, cette sale créature, comment s'appelle-t-elle donc? Cette Comminges n'en voudrait pas pour laquais du général, et avec de fausses dents encore. On dit qu'elle a un tas d'argent elle-même, elle le prête avec intérêt. Elle l'a honnêtement gagné. Toi, Prascovie, je ne t'accuse pas. Ce n'est pas toi qui envoyais les télégrammes. Oublions aussi le passé. Je sais que tu as un bien vilain caractère, une vraie guêpe quand tu piques. Ça enfle. Mais j'ai pitié de toi, parce que j'aimais bien Catherine, ta défunte mère. Eh bien, voilà ce que je te propose. Laisse-les tous ici et pars avec moi. Tu n'as pas où aller, il n'est pas convenable que tu restes avec eux maintenant. Attends, coupa la grand-mère, car Pauline faisait mine de vouloir répondre. Je n'ai pas fini. Je ne te demanderai rien. Tu connais ma maison à Moscou, un vrai palais. Tu pourras, si tu le veux, occuper tout un étage. Tu pourras rester chez toi des semaines entières, sans venir me voir, si mon caractère ne te convient pas. Alors, c'est oui ou c'est non? Permettez-moi d'abord de vous poser une question. Êtes-vous vraiment décidé à partir tout de suite? Crois-tu donc que je plaisante, ma petite? J'ai dit que je partais et je pars. J'ai perdu aujourd'hui 15 000 billets à votre damnée roulette. Il y a 5 ans, dans ma propriété près de Moscou, j'avais fait le vœu de reconstruire en pierre notre église en bois. Au lieu de cela, je me suis fait plumer ici. Maintenant, ma petite, je rentre chez moi pour faire construire cette église. Et les os, grand-mère, n'êtes-vous pas venue ici pour faire une cure? Laisse-moi donc tranquille avec tes os, ne m'énerve pas. Prascovie, on dirait que tu le fais exprès. Réponds-moi plutôt, c'est oui ou c'est non? Grand-mère, je ne saurais assez vous remercier pour le toit que vous m'offrez, dit Pauline avec émotion. Vous avez deviné en partie dans quelle situation je me trouve. Je vous suis infiniment reconnaissante et croyez bien que j'irai vous rejoindre peut-être, même bientôt. Mais actuellement il y a des raisons graves qui ne me permettent pas de prendre une décision séance tenante. Si vous restiez encore une quinzaine de jours... C'est donc que tu ne veux pas? C'est donc que je ne peux pas. En outre, et de toute façon, je ne puis laisser mon frère et ma sœur, et comme il se pourrait vraiment qu'ils soient abandonnés, alors grand-mère, si vous voulez bien de moi avec les petits, je viendrai chez vous sûrement. Et croyez bien que je ne l'oublierai pas, ajouta-t-elle avec chaleur. Mais sans les enfants, impossible, grand-mère. Allons, ne pleurniche pas. Pauline n'y songeait aucunement, d'ailleurs, elle ne pleurait jamais. Il y aura aussi de la place pour les poussins. Le poulailler est grand. De plus, il est temps qu'ils aillent à l'école. Donc tu ne pars pas maintenant? Alors, Prascovie, fais bien attention. Je te veux du bien, mais je sais pourquoi tu restes. Je sais tout, Prascovie. Ce francillon de malheur ne t'apportera rien de bon. Pauline rougit, je sursautai. Tout le monde était au courant, j'étais donc le seul à ne rien savoir. Allons, ne te renfrogne pas, je ne vais pas en faire tout un plat. Mais fais bien attention, qu'il n'y ait pas de malheur, tu me comprends? Tu es une fille intelligente, ça me ferait de la peine. Maintenant assez, je vous ai tous vus. Va, adieu. Je vais vous accompagner à la gare, grand-mère, dit Pauline. Inutile, ne m'embrasse pas, et puis vous m'embêtez tous. Pauline baisa la main de la grand-mère, mais celle-ci la retira et elle embrassa Pauline sur la joue. En passant près de moi, Pauline me lança un regard et détourna aussitôt les yeux. Allons, je te dis adieu à toi aussi, Alexei Ivanovitch. Le train part dans 1 heure, je suis sûr que toi tu dois être fatigué à cause de moi. Tiens, prends ces 50 pièces d'or. Merci infiniment, grand-mère, mais j'ai honte.
Allons, allons, criait-elle d'un air si menaçant et si impérieux que je n'osais refuser. Quand tu seras à Moscou en train de battre le pavé à la recherche d'une situation, viens me voir. Je te donnerai des lettres de recommandation. Maintenant, déguerpis. Je rentrai dans ma chambre et m'étendis sur mon lit. Je demeurai ainsi près d'une demi-heure, les mains croisées sous la nuque. La catastrophe était déclenchée, il y avait matière à réflexion. Je résolus de parler sérieusement à Pauline le lendemain. Ah, ce Français, c'était donc vrai? Mais que s'était-il passé entre eux? Pauline et Desgrieux, Seigneur, quel rapprochement odieux! C'était tout simplement invraisemblable. Je sautai brusquement à bas du lit, hors de moi, pour courir à la recherche de M. Astley et le faire parler coûte que coûte. Certainement, il en savait plus que moi, M. Astley. Lui aussi, n'était-il pas une énigme? Soudain, on frappa à ma porte. C'était Potapitch. « Alexei Ivanovitch, madame insiste pour que vous alliez la voir. »« Qu'y a-t-il? Elle veut partir? Il reste encore 20 minutes jusqu'au départ du train. »« Elle est inquiète, elle ne tient plus en place. Vite, vite, répéta-t-elle. Elle vous réclame. Pour l'amour de Dieu, ne tardez pas. » Je descendis en courant. La grand-mère était déjà dans le couloir. Elle tenait son portefeuille à la main. « Alexei Ivanovitch, marche devant. Allons. »« Où cela, grand-mère ? » ?»« Que la mort me saisisse, mais je me rattraperai. Allez, en avant, et surtout pas de questions. On peut jouer jusqu'à minuit, n'est-ce pas ? » J'étais pétrifié, mais un instant de réflexion suffit et ma décision fut prise. « Faites ce qu'il vous plaira, Antonida Vassilievna. Moi, je n'y vais pas. »« Pourquoi ? Qu'est-ce que c'est que ça encore ? Vous êtes tous fous alliés, non ? Faites comme vous voudrez, j'aurai trop mauvaise conscience plus tard. Je ne le veux pas. » Je ne veux être ni témoin ni complice. N'insistez pas, Antonida Vassilievna. Je vous rends vos 50 Frédérics. Adieu. Je déposai le rouleau sur une petite table à côté de son fauteuil. Je saluai et m'éloignai. Quelle idiotie, cria la grand-mère derrière moi. Et puis, n'y va pas, je trouverai bien le chemin toute seule. Potapitch, tu viendras avec moi. Allons, en route. Monsieur Astley resta introuvable. Je revins à l'hôtel. Tard dans la nuit, vers minuit passé, j'appris de la bouche de Potapitch comment s'était terminée la journée de grand-mère. Elle avait perdu tout ce que je lui avais changé tantôt, soit encore 10 000 roubles. Le petit Polonais auquel elle avait donné le matin 2 Frédérics s'était attaché à sa personne et avait dirigé son jeu. Au début, avant l'intervention du Polonais, elle faisait placer ses mises par Potapitch, mais elle le renvoya bien vite. C'est alors que le Polonais entra en scène. Comme un fait exprès, il comprenait le russe et parlait, tant bien que mal, un mélange de 3 langues. Aussi s'entendait-il à peu près. La grand-mère l'accablait d'injures sans discontinuer, et bien qu'il fût étendu aux pieds de la dame, comme il le disait lui-même, il était impossible de le comparer à vous, Alexis Ivanovitch, racontait Potapitch. Elle se comportait avec vous comme avec un monsieur, et l'autre, que Dieu me foudroie sur place, si je ne dis pas la vérité, je l'ai vu, de mes propres yeux vus, lui voler des pièces sur la table. Par 2 fois, elle l'a attrapé en flagrant délit. Alors elle l'a traité de tous les noms, de tout ce qu'on peut imaginer. Elle lui a même tiré les cheveux. Par ma foi, même que les gens se sont mis à rire. Elle a tout perdu, Alexis Ivanovitch, absolument tout ce que vous lui aviez changé tantôt. Nous l'avons ramenée ici, notre bonne dame. Elle a demandé seulement un peu d'eau à boire, puis elle s'est signée et s'est mise au lit. Elle devait être à bout de force, car elle s'est endormie tout de suite. Que le Seigneur lui envoie des rêves angéliques. Oh, on m'en parlera, de l'étranger, conclut Potapitch. Je le disais bien qu'il n'en sortirait rien de bon. Allez, qu'on rentre au plus vite dans notre Moscou. Que n'avons-nous pas chez nous à Moscou? Un jardin, des fleurs comme on n'en voit pas ici, un air qui embaume, les jolies pommes qui mûrissent, de l'espace. Non, il fallait aller à l'étranger. Oh, oh. Chapitre 13. Voici presque un mois que je n'ai touché à ces notes. J'avais commencé à écrire sous l'influence d'impressions fortes, quoique désordonnées. La catastrophe que je pressentais alors est arrivée, mais elle a été 100 fois plus brutale que je ne l'imaginais. Ce fut étrange, horrible, tragique même, du moins en ce qui me concerne. Certains des événements que je subis étaient presque miraculeux. En tout cas, c'est ainsi qu'il m'apparaissait jusqu'à présent, quoique, d'un autre point de vue, et surtout en tenant compte du maelstrom dans lequel je me débattais alors, il sortait quelque peu de l'ordinaire. Mais ce qui me paraît le plus miraculeux, c'est mon attitude devant tous ces événements. Jusqu'à présent, je ne me comprends pas moi-même, et tout cela est passé comme un rêve, même ma passion. Elle était pourtant forte et sincère, mais où est-elle maintenant? Vraiment, de temps à autre, une idée surgit. Est-ce que je ne suis pas devenu fou alors? N'aurais-je pas passé tout ce temps dans quelque asile d'aliénés? Peut-être y suis-je encore en ce moment même, et ainsi tout cela n'était qu'une illusion, et ce n'est toujours qu'une illusion. J'ai rassemblé et relu mes pages. Qui sait, peut-être l'ai-je fait pour savoir si je les avais écrites dans une maison de fous.
Maintenant je suis seul, tout seul. L'automne approche, les feuilles jaunissent. Je suis là dans cette petite ville si triste. Oh, combien mornes peuvent être les petites villes allemandes. Et au lieu de réfléchir à ce que je vais faire, je vis sous l'influence de sensations à peine dissipées, de souvenirs encore vivaces sous l'effet du récent cyclone qui m'avait emporté, il n'y a pas longtemps, dans son tourbillon, et qui m'a de nouveau rejeté sur quelques rives. Il me semble parfois que je tourne encore dans ce même tourbillon, que cette tempête va se déchaîner à l'instant, qu'elle va me happer de son aile au passage, et que je vais encore une fois être projeté au-delà de l'ordre et de la mesure, et que je vais tournoyer, tournoyer, tournoyer. Il se peut d'ailleurs que je m'arrête d'une façon ou d'une autre, et que je cesse de tournoyer si je me rends un compte aussi exact que possible de tout ce qui est arrivé durant ce mois. J'éprouve de nouveau l'envie de prendre la plume. D'ailleurs, bien souvent, je n'ai absolument rien à faire le soir. Curieusement, pour tuer le temps, j'emprunte à la minable bibliothèque locale des romans de Paul de Kock, dans la traduction allemande. Ces romans que je déteste presque et que pourtant je lis, et je m'étonne moi-même. Aurais-je peur qu'un livre intéressant ou une occupation sérieuse fît s'évaporer le charme du passé si proche? Me serait-il donc si cher, ce songe affreux et toutes les impressions qu'il a laissées, que j'en arrive à craindre que la moindre nouveauté n'y porte atteinte et ne les dissipe en fumée? Est-ce que j'y tiens à ce point? Oui, certes, j'y tiens. Dans 40 ans, peut-être m'en souviendrai-je encore. Je reprends donc. D'ailleurs, le récit peut devenir en partie plus bref maintenant. Les impressions ne sont plus du tout ce qu'elles étaient. D'abord, pour en finir avec la grand-mère, le lendemain, elle perdit tout, mais tout. C'était fatal. Une fois engagée dans cette voie, les gens comme elle glissent de plus en plus vite, telle une luge qui dévale une pente enneigée. Elle avait joué toute la journée, jusqu'à 8 heures du soir. Je n'y étais pas, on me l'a raconté. Potapitch resta tout le temps à ses côtés. Les Polonais qui dirigeaient son jeu se relayèrent plusieurs fois. Elle commença par chasser celui qu'elle avait tiré par les cheveux la veille, et elle en choisit un autre. Il fut presque pire. Elle le renvoya et reprit le premier qui s'était maintenu dans les parages de son fauteuil durant toute sa période de proscription, se poussant la tête en avant de temps à autre. Finalement, la grand-mère fut prise d'un véritable désespoir. Le second banni ne voulut pas s'en aller non plus. L'un se posta à droite, l'autre à gauche. Ils ne cessèrent de se chamailler au sujet des mises et des combinaisons, en se traitant mutuellement de laïdak, canaille, et autres amabilités polonaises, puis ils faisaient la paix, jetaient l'argent au hasard, et manœuvraient dans l'anarchie. Pendant leur dispute, ils jouaient chacun pour soi, par exemple, l'un sur rouge, l'autre sur noir. Ils finirent par lui donner le vertige. En désespoir de cause, pleurant presque, la grand-mère implora un croupier chenu de la protéger et de les chasser. Ils furent effectivement expulsés sur le champ malgré leurs plaintes et leurs vociférations. Ils criaient à qui mieux en affirmant que c'était la grand-mère qui leur devait de l'argent, qu'elle les avait roulés, qu'elle s'était montrée malhonnête envers eux. L'infortuné Potapitch m'avait raconté cela, les larmes aux yeux, le même soir après le désastre final. Les Polonais se bourraient les poches d'argent, gémissait-il. Ils l'avaient bien vu, ils volaient effrontément et empochaient à chaque instant. Par exemple, l'un d'eux extorquait à la grand-mère 5 Frédérics pour sa peine et il les plaçait immédiatement à côté de la mise de la grand-mère. Celle-ci gagnait et lui il glapissait que c'était sa mise et que la grand-mère avait perdu. Lorsqu'on les chassa, Potapitch intervint en déclarant qu'ils avaient les poches pleines d'or. La grand-mère pria le croupier d'agir en conséquence et en dépit de leurs cris, on aurait dit 2 coqs attrapés par la queue, la police survint et retourna leurs poches. Le contenu fut remis à la grand-mère. Avant sa perte totale, elle en avait imposé au croupier et à la direction du casino. Sa renommée s'était peu à peu répandue dans toute la ville. Des curistes de toute nationalité, menus fretins ou seigneurs, affluaient au spectacle d'une vieille comtesse russe tombée en enfance, qui avait déjà perdu plusieurs millions. Mais le départ des 2 Polonais ne profita guère à la grand-mère. Un 3e Polonais surgit aussitôt pour se mettre à sa disposition. Celui-ci parlait parfaitement le russe. Il était vêtu comme un gentleman, mais n'en avait pas moins l'allure d'un laquais. Il avait de grandes moustaches et beaucoup de fierté. Lui aussi baisait les pieds de la dame et s'étendait là même, mais il se montrait arrogant vers les autres joueurs, se comportait en maître absolu de la situation. Bref, il s'imposa immédiatement, non pas en serviteur, mais en despote de la grand-mère. À chaque coup, il lui affirmait en jurant ses grands dieux qu'il était un homme d'honneur et qu'il ne se permettrait jamais de prendre un sou de son argent. Il le répéta si souvent que la grand-mère finit par en éprouver une crainte réelle. Mais comme ce Polonais au début semblait avoir rétabli la situation par des mises heureuses, la grand-mère n'osa plus le renvoyer.
Une heure plus tard, les 2 premiers Polonais qu'on avait expulsés reparurent derrière le fauteuil de la grand-mère et offrirent de rechef leur service. Ne fût-ce que pour de simples courses. Potapitch m'a juré que le Polonais d'honneur leur clignait de l'œil et leur faufilait même quelque chose. Comme la grand-mère n'avait rien mangé et ne s'était pour ainsi dire pas éloigné de la table, un des Polonais se rendit tout de même utile. Il alla au restaurant du casino et en rapporta d'abord une tasse de bouillon, puis du thé. Ils y coururent d'ailleurs à 2. Mais vers la fin de la journée, quand on ne put plus douter qu'elle allait perdre son dernier billet, il y avait derrière son fauteuil une demi-douzaine de Polonais dont personne n'avait jamais entendu parler. Enfin, quand elle en fut à ses dernières pièces, non seulement ils ne l'écoutaient plus, mais ils ne faisaient même plus attention à elle. Ils passaient leurs mains par-dessus son épaule pour rafler l'argent sur la table, misaient comme bon leur semblait, se disputaient, vociféraient et s'adressaient à l'homme d'honneur d'égal à égal. Du reste, celui-ci avait à peu près complètement oublié l'existence de la grand-mère. Et même à 8 heures du soir, lorsque l'on ramenait celle-ci, complètement déplumée, à l'hôtel, il se trouvait encore 3 ou 4 Polonais qui ne pouvaient pas se résoudre à la lâcher et qui couraient de chaque côté de son fauteuil, en glapissant à tue-tête et en jurant à perdre haleine que la grand-mère les avait roulés et qu'elle leur était redevable d'une certaine somme. Ils arrivèrent ainsi jusqu'à l'hôtel, d'où l'on finit par les chasser par la force. D'après les calculs de Potapitch, la grand-mère avait perdu ce jour-là près de 90 000 roubles, sans compter l'argent de la veille. Toutes ses valeurs, obligations, rentes sur l'État, toutes les actions qu'elle avait emportées avaient été converties les unes après les autres. Je fus stupéfait qu'elle eût pu rester 7 à 8 heures d'affilée dans son fauteuil sans s'éloigner de la table. Mais Potapitch me dit que, par 3 fois, elle avait recommencé à gagner de très fortes sommes. Régénérée par un nouvel espoir, il n'était plus question qu'elle quittât le jeu. Les joueurs savent bien qu'on peut rester sur place pendant 24 heures sans détourner les yeux des cartes. Entre-temps, des choses assez décisives se passaient aussi à l'hôtel. Le matin vers 11 heures, la grand-mère étant encore chez elle, le général et des Grieux résolurent de tenter une suprême démarche. Ayant appris que, loin de partir, elle s'apprêtait à revenir au casino, notre groupe s'assembla d'abord en conclave, sans Pauline, puis descendit chez la grand-mère pour s'expliquer définitivement et même franchement. Le général, qui était agité de tic et qui avait des palpitations de cœur devant la perspective de conséquences funestes pour lui, en arriva même à des extrémités. Après une demi-heure de prière et de supplication, ayant même tout avoué, ses dettes et jusqu'à son amour passionné pour mademoiselle Blanche, il avait complètement perdu la tête. Il prit brusquement un ton menaçant, se mit à pousser des clameurs et à taper du pied. Il criait qu'elle déshonorait leur nom, qu'elle était le scandale de toute la ville, et enfin, vous jetez la honte sur notre pays, madame. Pour ce genre de choses, il y a la police. La grand-mère le chassa finalement à coups de canne, une vraie. Le général et des Grieux tinrent conseil encore 1 ou 2 fois pendant cette matinée. Ils se demandaient s'il n'y avait pas vraiment un moyen de faire intervenir la police. Voilà une malheureuse vieille, d'ailleurs parfaitement honorable, mais qui avait perdu la raison, qui se ruinait au jeu, etc. Bref, ne pourrait-on pas obtenir une surveillance ou une interdiction ? Mais des Grieux haussaient les épaules et riaient au nez du général qui ne savait plus ce qu'il disait et qui courait de long en large dans son cabinet. Enfin des Grieux, dégoûté, disparut. On apprit le même soir qu'il avait quitté l'hôtel pour de bon après une conversation décisive et mystérieuse avec mademoiselle Blanche. Quant à celle-ci, elle avait pris dès le matin des mesures précises. Elle avait envoyé promener le général et lui avait même défendu de paraître devant elle. Lorsqu'il courut la retrouver au casino et l'aperçut au bras du prince, les 2 femmes, Blanche et madame veuve Comminges, firent semblant de ne pas le reconnaître. Le prince ne le salua pas non plus. Durant toute cette journée, mademoiselle Blanche s'efforça auprès de celui-ci afin qu'il se déclarât une fois pour toutes. Mais hélas, cruelle déconvenue, cette catastrophe mineure survint le soir. On apprit que le prince était pauvre comme Job et qu'il comptait sur elle-même pour lui emprunter de l'argent et tâter de la roulette. Blanche le mit à la porte avec indignation et s'enferma dans sa chambre. Le matin de ce même jour, je me rendis chez M. Astley, ou plus exactement je passai la matinée à chercher M. Astley, sans y parvenir. Il n'était pas à son hôtel, ni au casino, ni dans le parc. Il n'avait pas déjeuné à l'hôtel. Et tout à coup, vers 5 heures, je le vis sortir de la gare et se diriger vers l'hôtel d'Angleterre. Il était pressé, paraissait fort préoccupé, bien qu'il ne soit pas facile de discerner un signe de trouble sur son visage. Il me tendit gaiement la main en prononçant son habituel « Ah !» sans s'arrêter. Son pas était assez rapide. Je le suivis, mais il s'ingénia à me parler de façon telle que je ne pus lui poser une seule question.
De plus, je ne sais pourquoi un sentiment de pudeur m'empêchait de lui parler de Pauline. Lui-même n'en souffla mot. Je lui parlais de grand-mère, il m'écouta attentivement et gravement. Puis il haussa les épaules. « Elle va tout perdre, dis-je. »« Oh oui, répondit-il, elle se dirigeait vers le casino tantôt lorsque je me préparais à partir, et je savais qu'elle allait perdre. Je passerai au casino si j'en ai le temps. Ce sera intéressant. » « Où avez-vous été » m'écriai-je, étonné moi-même de ne pas lui avoir posé la question plus tôt. « À Francfort. »« Pour affaires » ?« Oui, pour affaires. » À quoi bon insister ? Je continuais pourtant à marcher à côté de lui quand il tourna brusquement vers l'hôtel des 4 Saisons qui se trouvait sur notre chemin. Il me fit un signe de tête et disparut. En rentrant chez moi, je finis par me rendre compte que, même si nous avions bavardé pendant 2 heures, je n'aurais rien appris de lui parce que je n'avais pas de questions à lui poser. Oui, c'était bien ça. Je n'aurais pas été capable de la formuler. Toute la journée, Pauline s'était promenée dans le parc avec les enfants et la bonne, où elle était demeurée dans sa chambre. Depuis longtemps, je l'avais remarqué. Elle évitait le général et ne lui parlait presque pas, du moins de choses sérieuses. Mais étant donné la situation où il se trouvait aujourd'hui, je pensais qu'elle ne pourrait pas lui échapper. C'est-à-dire qu'une explication sur de graves questions de famille était entre eux inévitable. Cependant, lorsque je rentrais à l'hôtel, après ma conversation avec M. Astley, je rencontrai Pauline avec les enfants. Son visage était parfaitement serein, comme si les tempêtes de la famille l'avaient seule épargnée. Elle répondit à mon salut par un signe de tête. Je revins furieux dans ma chambre. Certes, j'avais évité de lui parler et je ne m'étais pas une seule fois entretenu avec elle depuis l'incident des Wurmerschelm. Il faut dire que je plastronnais un peu et jouais la comédie. Mais à mesure que le temps passait, je sentais monter en moi une indignation grandissante. Même si elle n'avait aucune affection pour moi, elle n'avait pas le droit, après tout, de bafouer à ce point mes sentiments et d'opposer un tel dédain à mes aveux. Elle sait bien que je l'aime, d'un vrai amour. Elle-même avait accepté, permis de lui parler comme je l'avais fait. Il est vrai que le début avait été assez étrange. Ce n'était pas d'hier, il y avait 2 mois déjà que j'avais remarqué qu'elle voulait faire de moi un ami, un confident, qu'elle s'y était même essayée jusqu'à un certain point. Mais je ne sais pourquoi nous n'y étions pas alors parvenus, et ces relations bizarres s'étaient établies et maintenues. C'est la raison pour laquelle je me suis mis à lui tenir un tel langage. Mais si mon amour lui répugne, pourquoi ne pas m'interdire simplement de lui en parler ? Elle ne me le défend pas, elle me pousse parfois elle-même à le lui dire, et elle le fait bien entendu pour en rire. Je le sais pertinemment, je l'ai constaté. Après m'avoir écouté, irrité jusqu'à la souffrance, elle prend plaisir à me frapper d'un grand coup de mépris et d'indifférence. Et elle sait bien que je ne peux pas vivre sans elle. 3 jours se sont écoulés depuis l'incident avec le baron, et je ne puis supporter notre séparation. Quand je l'ai rencontrée tout à l'heure près du casino, mon cœur a battu si fort que j'ai pâli. Mais au fond, elle-même ne pourra pas se passer de moi. Elle a besoin de moi. Mais est-ce seulement comme du pitre Balakiref ? Elle a un secret, cela est certain. Sa conversation avec la grand-mère m'a profondément peiné. Ne l'avais-je pas 1000 fois incitée à être franche avec moi ? Ne sait-elle pas que je donnerais réellement ma vie pour elle ? Or elle s'est toujours débarrassée de moi, tantôt presque par du mépris, tantôt en exigeant de moi, au lieu du sacrifice de ma vie, un coup de tête dans le genre de l'épisode avec le baron. N'est-ce pas révoltant ? Est-il possible que l'univers entier soit réduit pour elle à ce Français ? Et M. Astley ? Alors là, je n'y comprenais plus rien du tout. Cependant, ô Dieu, comme je souffrais. Rentré chez moi, je fus pris d'un accès de rage. Je pris ma plume et griffonnai ce qui suit. Pauline Alexandrovna, je vois clairement que le dénouement approche. Il vous affectera sûrement, vous aussi. Pour la dernière fois, je vous demande, oui ou non avez-vous besoin de ma vie ? Si c'est oui, disposez de moi, ne serait-ce que pour n'importe quoi. Pour le moment, je reste dans ma chambre, en tout cas la plupart du temps, et je ne compte pas partir. En cas de besoin, écrivez-moi ou appelez-moi. Je cachetai ce billet, le confiai au garçon d'étage en lui recommandant de le remettre en main propre. Je n'attendais pas de réponse, mais 3 minutes plus tard, le garçon revint pour m'annoncer que mademoiselle m'envoyait ses salutations. Entre 6 et 7, je fus convoqué chez le général. Je le trouvais dans son cabinet en tenue de ville, prêt à sortir, son chapeau et sa canne sur le canapé. Il me sembla qu'il se tenait debout au milieu de la pièce, les jambes écartées, tête basse, et qu'il se parlait à lui-même. À peine m'eut-il aperçu qu'il se précipita vers moi, presque en criant, de sorte que mon premier mouvement fut pour reculer et prendre la fuite.
Mais il me saisit les mains et m'entraîna vers le canapé, où il s'assit après m'avoir installé dans un fauteuil en face de lui. Sans relâcher son étreinte, les lèvres tremblantes, avec des larmes qui brillèrent soudain à ses cils, il me dit d'une voix suppliante. « Alexis Ivanovitch, sauvez-moi, sauvez-moi, par pitié. » Je fus longtemps sans rien pouvoir comprendre. C'était un flot ininterrompu de paroles où revenait sans cesse « par pitié, par pitié ». Enfin, je discernais qu'il attendait de moi quelque chose comme un conseil. Ou plutôt, abandonné de tous, il s'était souvenu, dans son angoisse et sa détresse, de ma personne, et il ne m'avait fait venir que pour pouvoir parler, parler et parler. Il était fou, ou pour le moins tout à fait égaré. Il joignait les mains, il était prêt à se mettre à genoux devant moi. Et tout cela pourquoi ? Je vous le donne en mille, pour que je me rendisse incontinent auprès de mademoiselle Blanche, et que je la suppliasse et la convainquisse de revenir à lui et de l'épouser. De grâce, mon général, m'écriai-je, mademoiselle Blanche n'a peut-être pas encore remarqué que j'existe. Que pourrais-je faire, moi ? Mais il était inutile de discuter. Il ne comprenait plus ce qu'on lui disait. Il se lança aussi dans des propos incohérents sur la grand-mère. Il s'accrochait encore à l'idée de faire intervenir la police. Chez nous, clamait-il en éclatant brusquement d'indignation. En un mot, chez nous, dans un pays bien ordonné, où les autorités existent, des vieilles de ce genre seraient placées immédiatement sous tutelle. Parfaitement, mon cher monsieur, parfaitement, continua-t-il en passant à l'admonestation véhémente. Il avait sauté sur ses pieds, il arpentait la pièce. Vous ne le saviez pas encore, mon cher monsieur, s'adressa-t-il à un cher monsieur imaginaire dans un coin. Alors sachez-le, parfaitement. Chez nous, des vieilles de ce genre-là, on les mate, on les fait filer doux, parfaitement filer doux. Oh mon Dieu ! Et il se jetait sur le canapé, puis un instant plus tard, en sanglotant presque, hors d'haleine, il m'exposait en long et en large que la seule raison pour laquelle mademoiselle Blanche lui refusait sa main était l'arrivée de la grand-mère au lieu du télégramme et que, dès lors, il ne faisait plus de doute qu'il ne pouvait pas toucher d'héritage. Il croyait m'apprendre quelque chose de nouveau. Je prononçai le nom de Desgrieux, il ne fit qu'un geste de la main. Il est parti. Il a une hypothèque sur tout ce que je possède. Je suis nu comme un ver. L'argent que vous avez rapporté, cet argent, qu'en reste-t-il ? Environ 7 francs, je crois, et maintenant assez, c'est tout. Et ensuite, je ne sais pas. Comment réglerez-vous la note de l'hôtel ? M'écriai-je avec saisissement. Et comment ferez-vous après ? Il prit un air méditatif. Je crois qu'il n'avait pas compris ma question. Peut-être ne l'avait-il même pas entendue. J'essayai d'amener la conversation sur Pauline Alexandrovna, sur les enfants. Il répondit précipitamment. Oui, oui. Puis il se remit à parler du prince, du fait que Blanche allait partir avec celui-ci. Et alors, que me restera-t-il à faire, Alexis Ivanovitch ? Au nom du ciel, que me restera-t-il à faire ? Dites-moi, mais c'est de l'ingratitude. Enfin, il répandit un torrent de larmes. Dans l'état où il se trouvait, je ne pouvais rien. Il était d'autre part dangereux de le laisser seul, il pouvait lui arriver quelque chose. Je parvins néanmoins à le quitter, mais j'avertis la vieille bonne d'enfant et lui recommandai de le surveiller. En outre, j'en soufflai un mot au garçon d'étage, personnage très éveillé, lui aussi me promit d'ouvrir l'œil. À peine avais-je regagné ma chambre que Potapitch entra. La grand-mère voulait me voir. Il était 8 heures du soir, elle venait de rentrer du casino après le désastre. Je descendis chez elle, la vieille dame était dans son fauteuil, à bout de force et apparemment malade. Marthe était en train de lui servir une tasse de thé qu'elle lui fit presque avaler de force. La voix, le ton de la grand-mère n'étaient plus du tout les mêmes. « Bonjour, Alexei Ivanovitch, mon ami, dit-elle lentement, gravement, en inclinant la tête. Pardonnez-moi de vous avoir encore dérangé, il faut excuser ma vieillesse. Oui, mon ami, j'ai tout laissé là-bas, près de 100 000 roubles. Comme tu as eu raison de ne pas m'avoir accompagné hier. À l'heure où je te parle, je suis complètement démuni d'argent, plus un sous-vaillant. Je ne veux pas tarder une minute, je vais prendre le train de 9h30. Un messager est allé de ma part chez ton Anglais, comment se nomme-t-il déjà ? Astley, n'est-ce pas ? Je lui demande de me prêter 3 000 francs pour une semaine. Alors tâche de le rassurer pour qu'il n'ait pas de fausses idées sur mon compte, pour qu'il ne me refuse pas ce prêt. Je suis encore assez riche, mon ami. J'ai 3 propriétés à la campagne et 2 maisons. De l'argent, j'en trouverai encore. Je n'ai pas tout emporté avec moi. Je dis cela afin qu'il n'ait pas quelque doute. Mais le voici en personne. On reconnaît l'honnête homme à distance. Monsieur Astley accourait au premier appel de la grand-mère. Très simplement, sans parole inutile, il lui remit 3 000 francs contre un billet qu'elle signa. L'affaire terminée, il salua et sortit. « Et maintenant, laisse-moi seul, toi aussi, Alexei Ivanovitch. »
Il reste un peu plus d'une heure jusqu'au départ. Je voudrais m'étendre un peu, mes os me font mal. Il ne faut pas en vouloir à la vieille sotte que je suis. Je ne critiquerai plus les jeunes pour leur légèreté, et à cette heure, il serait injuste de ma part d'accuser aussi ce malheureux général. Je ne lui donnerai pas d'argent malgré tout, pour la bonne raison qu'il n'est vraiment pas très malin à mon sens. Mais je ne suis pas plus intelligente que lui, va. En vérité, Dieu exigera des comptes des orgueilleux, même s'ils sont vieux, et il les punira. Allez, au revoir, ma petite Marthe, soulève-moi. Je tenais néanmoins à accompagner la grand-mère à la gare. De plus, j'étais pour ainsi dire dans l'expectative, j'attendais d'une minute à l'autre quelque événement. Dans ma chambre, je ne tenais pas en place. Je sortais dans le couloir, j'allais même jusqu'à l'allée où j'irais quelques instants. Dans ma lettre, j'avais été précis et catégorique. D'autre part, la catastrophe était là, définitive. J'entendis parler à l'hôtel du départ de Desgrieux. Après tout, si Pauline me repousse en tant qu'amie, peut-être m'acceptera-t-elle en tant que serviteur. Elle a besoin de moi, tout compte fait, ne fût-ce que pour ses courses. N'est-il pas vrai ? À l'heure du départ du train, je me rendis sur le quai de la gare et j'installai la grand-mère et sa suite dans un compartiment réservé. En me faisant ses adieux, elle ajouta « Merci, mon ami, pour ton concours désintéressé. Et ne manque pas de rappeler à Prascovie ce que je lui ai dit hier. Je l'attends. » Je rentrai à l'hôtel. En passant devant l'appartement du général, je rencontrai la gnagna et l'interrogeai. « Ça ne va pas trop mal, répondit-elle tristement. Je n'en poussai pas moins la porte de son appartement et m'arrêtai stupéfait sur le seuil. Mademoiselle Blanche et le général riaient aux éclats, à qui mieux. La veuve Comminges siégeait sur le canapé. Le général, fou de joie, racontait toutes sortes de bêtises et partait d'un long rire nerveux qui lui plissait le visage en une multitude de petites rides et lui escamotait les yeux. J'appris plus tard, de la bouche même de Blanche, qu'après avoir chassé le prince, elle avait été informée du désespoir du général. Elle avait eu la fantaisie de venir une minute le consoler. Mais le pauvre général ne se doutait pas que son sort était dès lors décidé et que Blanche avait déjà commencé à faire ses valises pour s'envoler par le premier train du matin pour Paris. Après être demeuré quelques instants sur le seuil du cabinet, je changeai d'idée et ressortis sans me faire remarquer. Je remontai chez moi et j'ouvris la porte. Dans la pénombre, j'aperçus une silhouette assise sur une chaise dans le coin près de la fenêtre. Elle ne bougea pas à mon entrée. Je m'approchai rapidement et j'en perdis le souffle. C'était Pauline. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce et à vous abonner. On se retrouve très vite pour la suite de Le joueur de Dostoïevski.